Dans la leçon précédente, vous avez appris à calculer avec Python certains paramètres statistiques qui vont vous permettre de décrire vos données. Dans cette leçon, vous allez toujours décrire les données, mais cette fois-ci en utilisant des graphiques. Nous allons donc voir différents types de graphiques basiques nous permettant de décrire une variable. Commençons par importer les librairies nécessaires. Cette dernière ligne de code est optionnelle. Moi, j'aime juste avoir le style, pour mes graphiques, j'aime avoir le style de ggplot. Mais en fait, vous n'avez vraiment pas besoin de ça. J'exécute. Étant donné que nous sommes dans un nouveau notebook, nous allons toujours importer nos données, donc type df. Voici notre data frame. Commençons par l'histogramme. Il existe plusieurs types de graphiques permettant d'obtenir des informations sur les données et donc de mieux les comprendre. Le type de graphique que vous utiliserez dépend du type de variable que vous voulez analyser. Donc, vous n'allez pas utiliser le même type de graphique pour une variable continue, par exemple, et l'utiliser aussi pour une variable catégorielle. D'accord? Dans cette session, vous apprendrez, donc dans cette leçon, vous apprendrez à construire des graphiques de base tels que les histogrammes, les diagrammes à barres, les boîtes à moustaches. Et nous commençons par les histogrammes. Alors, c'est quoi un histogramme? Un histogramme prend un ensemble de points donnés et les sépare en groupes ou plages de valeurs. Les histogrammes sont utilisés pour visualiser la distribution des variables quantitatives continues. J'insiste sur ça. Les histogrammes sont utilisés pour visualiser la distribution des variables continues. Donc, je vais tracer l'histogramme de la variable indiquant le montant total de la consommation, c'est-à-dire de la variable total bill. Pour le faire, je vais utiliser Seaborn et sa fonction distplot qui me permet de calculer des histogrammes. Donc, je prends tout simplement la variable dont je veux afficher l'histogramme, donc total bill, et je vais lui dire de ne pas m'afficher la densité de probabilité. Vous verrez ce que c'est. Et je vais même donner un titre. Donc, titre consommation totale. Puisque cette variable, en fait, c'est l'addition. D'accord? Donc, consommation totale. Je mets un point virgule et j'exécute. Voici l'histogramme de la variable indiquant la consommation totale du client ou des clients. Donc, c'est l'addition. D'accord? La variable total bill. En abscisse, vous avez les valeurs de la variable qui ont été regroupées dans des bacs. Donc, on dit bins en anglais. Ici, de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40, etc. D'accord? Vous pouvez spécifier le nombre de bacs que vous voulez vous-même. D'accord? Les hauteurs ici représentent le nombre de points de données qui entrent dans un bac.
Donc, quand je prends de 10 à 20, d'accord, vous avez le nombre de points qui rentrent dedans. Alors, je disais tantôt que vous pouvez spécifier vous-même le nombre de bacs. Donc, ici, moi, je vais construire un histogramme, l'histogramme pour la même variable, mais en spécifiant l'argument beans. D'accord? Donc, ici, je peux faire comme ceci. Là. Attention, beans égale 20 par exemple. J'exécute. Vous voyez? En mettant beans égale à 20, voilà ce que j'ai. Donc, il m'a morcelé d'une autre manière. Vous pouvez aussi choisir de représenter uniquement la densité de probabilité et non l'histogramme, ou même les deux ensemble. Donc ça, c'est l'histogramme. On peut juste choisir de représenter la densité de probabilité, donc une courbe comme ceci. D'accord? Et c'est ce que je m'en vais vous montrer. Donc ici, je vais mettre par défaut, la fonction displot affiche la densité de probabilité. Donc par défaut, le cadre doit être égal à true. D'accord? Donc ici, au lieu de mettre cadre égal à true, puisque c'est de toute façon la valeur par défaut, je vais mettre ist égale false. D'accord? Pour dire, j'affiche uniquement la densité de probabilité. Donc, vous voyez, regardez, là, j'ai la densité de probabilité qui a la même forme que l'histogramme. Maintenant, vous pouvez choisir d'afficher et histogramme et densité de probabilité, les deux ensemble. D'accord? Donc, pour ce faire, de toute façon, par défaut, c'est ce que la fonction fait. Donc, j'enlève le beans. Et voilà. D'accord? Donc, j'ai l'histogramme et j'ai la densité de probabilité. Donc, la fonction displot vous donne plusieurs options pour tracer les distributions d'une variable. Vous pouvez, dans le 2.2n, je vous ai mis le lien vers la documentation de cette fonction. Passons maintenant à comment décrire une fonction. Comment décrire plutôt un histogramme. Parce que c'est très bien de construire les histogrammes, mais c'est encore mieux de savoir les décrire. Pour décrire un histogramme, vous devez faire ressortir nécessairement 4 aspects importants. 1. La forme de l'histogramme. La forme de l'histogramme, c'est son apparence. D'accord? Son apparence. Vous devez dire si elle est symétrique, comme une cloche, comme la loi de Gauss, la loi normale. Si elle est asymétrie positive, c'est-à-dire étalée vers la droite, ou si elle est asymétrie négative, c'est-à-dire étalée vers la gauche, comme c'est le cas ici. Donc, ici, la forme de l'histogramme s'étale vers la droite plutôt. Donc, vous avez un étalement vers la droite. Donc, on a une asymétrie positive ici. Donc, si c'était un étalement vers la gauche, on aurait une asymétrie négative. Après la forme, deuxième chose, le centre. Le centre, c'est pour dire est-ce que le centre de la distribution. D'accord? Donc, vous spécifiez la médiane. Par exemple, si c'est une loi normale, donc le centre est confondu, la médiane est confondue à la moyenne pour une loi, une distribution parfaitement symétrique. Troisième chose, troisième caractéristique, troisième aspect que vous devez faire ressortir dans votre description, c'est la dispersion des valeurs. À ce niveau, vous devez interpréter la variabilité des données en utilisant par exemple les paramètres tels que la variance, les K-types ou la gamme interquartile que nous avions appris à calculer dans la leçon précédente. Et le quatrième aspect que vous devez ressortir dans votre description, dans la description de votre histogramme, ce sont les valeurs aberrantes, ce qu'on appelle en anglais les outliers. Les outliers sont des valeurs qui sortent du lot. Et ce sont ces valeurs qui font que votre distribution s'étale.
D'accord? Parce que c'est des valeurs qui sortent du lot. En français, on dit valeurs aberrantes, mais ce n'est pas forcément des valeurs fausses, mais c'est juste des valeurs qui ne sont pas représentatives de l'ensemble des autres. D'accord? Elles sortent vraiment du lot. Supposons que vous avez une suite de nombres 5, 10, d'accord, 12, 7, 8, et brusquement vous avez 1000. Le 1000 sort totalement du centre de gravité des autres points, de l'ensemble des points d'ailleurs. Donc, une règle souvent utilisée pour identifier un outlier est que lorsqu'une valeur est inférieure au premier quartile moins 1,5 fois IQR, elle est identifiée comme valeur aberrante. Ou si elle est supérieure au troisième quartile plus 1,5 IQR. Nous allons le voir par la suite. Comment identifier des outliers. Donc, avant de décrire la distribution de notre variable indiquant la consommation totale, faisons un petit rappel sur la loi normale. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez tracer une distribution normale, par exemple. Explode, puis random. On va prendre une distribution à partir des points aléatoires. On va lui dire size égale par exemple 10 000. D'accord? Et on veut pas afficher, on veut juste afficher l'histogramme. On veut pas afficher la densité de probabilité. On met un titre 10, loi normale. Bien, distribution normale. De toute façon, c'est la même chose. Distribution normale. Donc, je vais faire ça. J'exécute. Donc là, j'ai une distribution normale. Donc, c'est pratiquement, c'est symétrique comme ça. Donc, j'ai pris des points de façon aléatoire. Et j'ai une courbe en cloche. Ça, c'est un exemple de loi normale parce que j'ai pris NP random normal avec 10 000 points. Et j'ai tracé leur distribution. Donc, ça, vous avez la distribution normale. La distribution normale, c'est l'une des plus importantes distributions. Vous allez toujours entendre parler de loi normale, loi de Gauss. C'est l'une des plus importantes distributions. C'est une notion centrale en statistique et en data science. Sans faire ici un cours théorique sur la loi normale, voici quelques caractéristiques d'une distribution normale. Sa forme est en cloche. D'accord, regardez, vous avez une cloche. La distribution est symétrique, donc parfaitement symétrique. Le coefficient d'asymétrie est égal à 0. La moyenne est égale à la médiane, donc la moyenne et la médiane sont confondues. Voici les caractéristiques principales d'une loi normale. Lorsque vous décrivez une distribution d'une variable quelconque, le plus souvent, vous devez la décrire par rapport à la loi normale. C'est pour ça que je vous montre les caractéristiques d'une loi normale afin que lorsque vous serez en train de décrire la distribution de votre variable, d'accord, que vous puissiez la comparer en fait à la loi normale. Passons à présent à la description de la variable indiquant le montant, la consommation totale. La consommation totale, c'est-à-dire la variable totale bill. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Notre description doit permettre à celui qui n'a même pas le graphique en vue de s'imaginer vraiment l'histogramme ou la forme de la densité de probabilité. Nous pouvons dire que la distribution de la consommation totale dans ce restaurant est unimodale et asymétrique vers la droite. Donc là, on parle de la forme. Centrée à environ 15, regardez, le centre est pratiquement à 15, entre 10 et 20. On va dire 15 $, avec la plupart des données qui se retrouvent entre, regardez, je vais dire 2, entre 2 et 50. Donc, la plupart des données se retrouvent là. Et apparemment, on a des valeurs aberrantes. Parce que, regardez, on a un étalement vers la droite. Donc, cela indique déjà qu'il a des valeurs qui sortent du lot. C'est pour ça la distribution est asymétrique.
Voilà la description qu'on peut faire. Et lorsque vous faites ce genre de description déjà, sans même rien calculer auparavant, sans calculer de paramètres statistiques, c'est déjà bien. Maintenant, étant donné que nous avions déjà les paramètres statistiques dans la précédente leçon, nous pouvons encore affiner notre description. Nous pouvons dire la distribution du montant total de la consommation dans ce restaurant, est unimodale et asymétrique vers la droite, centrée à 17,795 $ avec la plupart des valeurs se trouvant entre 13,35 et 24,13 $. Donc 13,35 c'était le premier quartile de cette variable et 24,13 le troisième quartile. Lorsque vous avez des valeurs aberrantes, pour donner une plage, pour donner l'étendue de votre variable, il est toujours bien d'utiliser les quartiles. Donc, vous utilisez par exemple le premier quartile et le troisième quartile. Parce que ces quartiles sont moins influencés par les valeurs aberrantes. Donc, ici, nous avons affiné notre description, d'accord, en précisant les chiffres. Donc, cette description prend bel et bien en compte les 4 aspects, à savoir la forme, le centre, la dispersion et les valeurs aberrantes. Remarquez que j'ai utilisé, comme je le disais, la gamme interquartile pour décrire l'étendue, d'accord, l'étendue des valeurs dans cette variable. En effet, en face d'une distribution asymétrique, il est conseillé d'utiliser l'IQR dans la description plutôt que d'utiliser l'étendue. D'accord, l'étendue, c'est le maximum moins le minimum. Mais ça, c'est vraiment affecté par les valeurs aberrantes. Vous pouvez avoir un fort décalage entre même le 99e percentile et le maximum. Donc, ça veut dire qu'il y a de valeurs aberrantes au niveau de votre variable. L'IQR est donc plus robuste aux valeurs aberrantes que l'étendue. La médiane, ici, j'ai dit centrée à 17,795, c'est la consommation médiane. Donc, en parlant de la médiane, je suis plus robuste, d'accord? Je fais une description plus robuste parce que j'ai des valeurs aberrantes dans mes données. Maintenant, comment déterminer les outliers? Parce que c'est bien de visualiser qu'on a des outliers, mais comment les identifier? Pour les identifier, nous allons construire une fonction, d'accord, pour identifier les outliers. Important d'abord, le module stat. de SciPy. Je rappelle la règle. Si la valeur est inférieure au premier quartile moins 1,5 fois IQR, ou si la valeur est supérieure au troisième quartile plus 1,5 fois IQR, alors vous êtes en face d'une valeur aberrante. C'est ça que dit la règle. Et cette règle-là est souvent utilisée en statistique pour identifier les outliers. Il y a plusieurs autres méthodes qu'on peut utiliser pour identifier les outliers. Ici, nous allons nous contenter de cette méthode statistique. Donc, à partir de cette règle, nous allons construire une fonction de détermination des outliers au niveau d'une variable. Donc, je mets def finding outliers. Je nomme ma fonction. Pendant un argument, une data frame. Et puisque on veut déterminer au niveau d'une variable, on va mettre un argument variable name. Donc, je peux décrire, attention, data, c'est toujours bien de décrire vos arguments. Data, c'est une data frame pandas. Et variable name,
nom de la variable. Donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, chaîne de caractères. Maintenant, je peux écrire ma fonction. Étant donné que l'IQR intervient, il faut que je le calcule d'abord. Donc, je calcule l'IQR, calcul de l'IQR. Je vais dire IQR égale stat.IQR de data. Je veux calculer l'IQR de cette variable-là, variable name. D'accord? Maintenant, quand l'IQR est calculé, si je veux, je peux calculer le premier quartile aussi. Premier quartile, ça fait data de variable name. D'accord? Point quantile de 0.25. Et le troisième quartile, je copie juste ça, point 75. Maintenant, calcul donc ici, calcul de l'IQR de Q1 et Q3. Maintenant, je vais calculer, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de calculer cette valeur-là. Donc, je vais l'appeler, c'est la limite inférieure. La limite inférieure. Donc, si la valeur est inférieure à cette limite, à cette valeur-là, donc c'est une valeur aberrante. Donc, je vais dire calcul de Q1 moins 1.5 IQR et de Q3 plus 1.5 IQR. D'accord? Donc, je vais appeler la limite inférieure, lower, égale tout simplement moins 1.5 fois IQR que j'ai précédemment calculé. J'ai calculé Q1, j'ai calculé IQR, donc je peux calculer Q1 moins 1,5 IQR. Et la valeur est supérieure, donc la limite supérieure, donc c'est Q3 plus 1.5. D'accord? Je vais calculer la data frame des valeurs aberrantes. Je vais déterminer cette data frame là en faisant tout simplement, je la nomme @df d'abord égale, je vais faire juste une filtration pour avoir les observations qui respectent ma règle. Souvenez-vous de cette règle là. Donc je fais data crochet data variable name inférieur à, la première règle c'est que la valeur soit inférieure à Q1 moins 1.5 fois IQR que je viens de calculer. Donc inférieur à lower ou la valeur est supérieure à upper. D'accord? Si je veux, voilà, pour être bien sûr que là j'ai deux conditions de part et d'autre, du coup, je peux mettre des parenthèses là et là. Voilà la data frame des outliers. Et maintenant, ma fonction va retourner cette data frame là. Donc, voilà, si vous maîtrisez vraiment Python, voilà les basiques de Python, nous avons vu vraiment même dans la session consacrée aux révisions sur les fondamentaux du langage Python, nous avons vu comment construire une fonction, d'accord? Et si vous êtes complètement débutant, je vous conseille de prendre la formation Maîtriser Python pour la data science qui se trouve sur le site web,
ou soit vous procurez mon livre Savoir programmer avec le langage Python, cours, exercices corrigés et projets réels que vous allez trouver sur Amazon, sur tous les marchés d'Amazon, que ce soit Amazon.fr, Amazon.com, etc. Il suffit de taper mon nom, Josué Afouda, dans la barre de recherche et vous tombez directement sur le livre. Sur tous mes livres d'ailleurs, parce que j'en ai écrit plusieurs qui peuvent intéresser. Ça parle des thématiques sur Python, sur la statistique, sur le machine learning, l'analyse financière, etc. J'exécute et là, j'ai ma fonction. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Tout semble bien marcher. Maintenant, je vais appliquer cette fonction pour déterminer les points aberrants qui se retrouvent dans la variable indiquant les pourboires. D'accord? Je vais appliquer ma fonction. Donc, je vais dire finding outliers. Fonction comme ceci. La data frame, l'argument, c'est type df. Et l'argument variable name que moi je veux ici, c'est la variable indiquant le pourboire. Donc type. D'accord? Et j'exécute. Ah oui, j'ai mal écrit l'argument. Donc attention, il faut toujours bien écrire les arguments d'une fonction variable name. Variable name. Alors, comment je l'ai écrit là? Quel est le problème? J'essaie de voir. Ah oui, au niveau de la fonction elle-même. Donc ici, c'est bel et bien variable name. Je réexécute et je réexécute cette cellule-là. Et voilà le résultat. Vous avez, d'accord, vous avez maintenant les observations qui présentent des valeurs aberrantes au niveau de la variable type. D'accord? Donc après, soit c'est que vous choisissez de supprimer ces observations ou soit vous les traitez. Donc ici, notre objectif n'est pas de voir comment traiter ces outliers, d'accord? Et vous pouvez trouver comment traiter les outliers dans la documentation sur Internet, sur Google. Si vous procurez mon livre statistique avec Python, vous allez voir des méthodes pour traiter les outliers. Mais ce n'est pas l'objectif ici. D'accord? L'objectif ici, c'est de pouvoir les identifier et de savoir qu'il y a quand même des valeurs aberrantes dans le jeu de données. Passons maintenant, nous venons de faire l'histogramme, passons maintenant à la boîte à moustaches. Alors, comme les histogrammes, les boîtes à moustaches servent aussi à représenter les distributions de variables continues, quantitatives continues. Les histogrammes sont meilleurs pour montrer la forme d'une distribution. Les boîtes à moustaches aident à mieux identifier les valeurs aberrantes. Donc, voici comment se présente une boîte à moustaches. Donc, ici, vous n'allez pas vraiment connaître la forme, d'accord, de votre distribution. Ça, c'est le propre de l'histogramme. Mais ici, ça va vous permettre de déterminer les outliers. Donc, quand ça sort du lot comme ça, quand vous avez un point comme ça qui se retrouve après le maximum ou avant le minimum comme ça, donc c'est des outliers. D'accord? Donc, vous avez le minimum qui est ici, le premier quartile qui se trouve là, la médiane qui se trouve là, le troisième quartile. Et comme je le disais, la hauteur ici, c'est la gamme interquartile qui est le troisième quartile moins le premier quartile. Traçons la boîte à moustaches montrant le total des pourboires, d'accord, la valeur des pourboires. Donc, je vais faire SNS boss plot plutôt tips df type comme ceci. Je vais mettre un titre
cette tête, montant des pourboires. J'exécute. Ouais, il m'a tracé la boîte à message de cette variable type là. Et vous voyez ici, voilà, vous avez des alias. D'accord? Je peux tracer en vertical au lieu de tracer en horizontal en faisant juste y égale et non is égale. Donc, si par défaut c'est is égale, si je veux en vertical, je fais y égale tout simplement. Et j'ai la même boîte à moustache, mais cette fois-ci en vertical. Je veux tracer la boîte à moustache du montant total de la consommation, donc de la variable total bill. Donc, consommation totale. Donc ici, c'est plutôt total bill. Et le titre, soit je mets addition ou je mets consommation totale. Consommation totale. Donc, il y a aussi des autres layers à ce niveau-là, au niveau de cette variable-là. Donc, voici les boîtes à moustache, c'est vraiment ce à quoi elles servent à déterminer les layers. D'accord? Tandis que les histogrammes vont vous aider à vraiment connaître la forme de votre distribution. Passons maintenant au diagramme à barre et circulaire. Nous venons de voir l'histogramme et la boîte à message qui servent à représenter les variables quantitatives continues. Maintenant, nous allons apprendre à représenter les variables catégorielles. Pour tracer un diagramme à barre avec 6 bornes, vous faites sns.countPlot. D'accord? Tips, df. Je vais tracer le diagramme à barre de la variable di. Attention. Di, d'accord? 7 type. Je mets fréquence. Fréquentation du restaurant. Le point virgule n'est pas nécessaire, hein, c'est optionnel le point virgule. Donc, vous voyez, ici, il vous prend chaque modalité de cette variable et il vous affiche un diagramme à barre dont la hauteur est l'effectif de cette variable-là. Tout simplement, c'est ça le diagramme à barre. Donc, vous voyez qu'effectivement, le samedi est le jour où le restaurant reçoit le plus de monde, d'accord, suivi du dimanche, comme nous l'avions vu précédemment. Maintenant, il peut être intéressant d'afficher de façon croissante, d'accord, donc de la plus petite barre à la plus grande, à la plus longue barre, là, d'accord. Et comme ça, l'information est captée d'un seul coup d'œil. Comment vous pouvez le faire? Donc, SNS countPlot, ma variable T. Je vais ordonner, d'accord. Je vais ordonner donc tips df d comme ceci. Et par défaut ici, il m'affiche dans l'ordre croissant, donc ascending égale à true, donc j'ai pas besoin de le mettre, tout simplement comme ceci. D'accord? Et j'affiche le titre maintenant, PLT type, je peux afficher le titre comme ceci. Fréquentation du restaurant. Regardez, ici, j'ai dans l'ordre croissant ou décroissant si vous voulez, c'est peu importe. Et on remarque très vite que le samedi, c'est le jour qui reçoit plus de monde, tandis que le vendredi, c'est le jour qui reçoit moins de monde, où le restaurant reçoit moins de monde, d'accord, moins de clients.
Et ça, c'est des informations capitales. Donc, ça veut dire que le vendredi, c'est pas ce jour-là où vous allez déployer toute votre puissance marketing. Là, les gens ont fini une semaine de travail, ils sont fatigués, ils veulent rentrer chez eux dormir. Alors, le samedi, ils veulent sortir, se distraire, ils veulent changer d'air. Donc, ils viennent abondamment. Le dimanche aussi. Et ça décroît après les autres jours de la semaine. Donc, montrer un tel graphique aux décideurs, c'est déjà très bien. Et c'est déjà ça leur permet d'optimiser vraiment leur process. Si vous voulez dans l'ordre décroissant, donc ici dans l'ordre décroissant, si vous voulez dans l'ordre croissant, faites juste comme ceci. Vous mettez ascending égale false ici. Exécute. Alors, c'est la même chose, donc je vais mettre plutôt regardez, voilà, il me met comme ça dans l'ordre croissant. Alors, diagramme circulaire. Vous pouvez tracer un diagramme circulaire, ce qu'on appelle souvent communément diagramme en camembert. Donc, faites ellipse df. Je vais tracer le diagramme circulaire de la variable time. Donc, ça permet aussi de tracer, de visualiser les distributions d'accord, d'une variable catégorielle. Value count point plot. D'accord. Et je vais lui dire le type, c'est un pie chart. OK. Et je vais mettre un titre quand même. Service du restaurant. Pour bien vous faire afficher tout ça. Je peux couper ça là. Regardez, on savait déjà que le restaurant reçoit très souvent pour le service du soir, pour le dîner, en grande majorité, plus de 70%, et le reste pour le déjeuner. Donc, voici, vous avez retrouvé toutes les informations que l'analyse, en tout cas que le calcul des paramètres statistiques de description nous ont permis de connaître. D'accord? Mais quand vous êtes en phase de profil non technique, il faut souvent opter pour les graphiques, pour des visuels. Et ça, c'est plus intéressant que des chiffres, d'accord, et des tableaux de données. Donc, voici, nous avons vu comment représenter la distribution des variables continues en utilisant par exemple un histogramme. Nous avons vu plusieurs options, soit vous pouvez afficher l'histogramme et la densité de probabilité ou la densité de probabilité seule. Nous avons vu comment décrire un histogramme avec 4 aspects importants: la forme, le centre, la dispersion et mentionner s'il y a des outliers ou pas. Et nous avons vu maintenant comment nous pouvons identifier les outliers à travers une fonction basée sur une règle statistique très connue. Et comment identifier les outliers aussi à travers une boîte à moustache. Et pour finir, nous avons vu le diagramme à barre et le diagramme circulaire qui permettent de représenter des variables catégorielles. Voilà, nous venons de terminer l'analyse univariée en fait. Et dans les leçons suivantes, nous allons voir l'analyse multivariée. Dans la session suivante, nous allons voir l'analyse multivariée qui nous permettra d'analyser les relations ou les associations entre plusieurs variables, entre deux ou plusieurs variables. Mais avant de partir, il faut pratiquer, donc il faudra faire les exercices se trouvant dans le fichier 2 exercices, le fichier notebook intitulé nommé 2 exercices. Bon travail.